Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Maude Thirion, je suis agente de développement au PREL, donc les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, et ça me fait un grand plaisir de vous avoir parmi nous. C'est en effet la Journée internationale du bonheur, donc quelle belle journée pour aborder ce thème, un thème tout à fait en lien avec la réussite éducative, puisque les partenaires pour la réussite éducative, nous travaillons à sensibiliser, mobiliser, soutenir, accompagner, informer, évaluer, bref, à soutenir toutes les actions possibles pour permettre aux jeunes d'atteindre leur développement de plein potentiel. Donc, le bonheur au niveau de la motivation, de l'estime de soi, des aspirations de vie, des adultes autour de nous qui ont une posture positive, ça a un grand impact. Puis, on va pouvoir en discuter avec Paul ce soir. Bonsoir, Paul. Peux-tu te présenter à nous, s'il te plaît? Absolument. D'abord, je suis ravie d'être en votre compagnie. Et c'est de mise que je me présente parce qu'on se demande toujours, mais qui est cette prétentieuse qui pense en savoir tellement plus que nous? Alors, je m'appelle Paul, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai poursuivi les études sur tout ce qui touche la modification du comportement. Donc, les humains, jusqu'à ce jour, j'ai rien trouvé de plus passionnant. Ça fait 39 ans que je fais ce travail-là. Je commençais à 12 ans. Des fois, vous vous diriez, Paul est tellement vieille. Et mon travail se situe avec peut-être 250 conférences par année. Moi, je travaille autonome. Je fais de la consultation. Je suis à la radio depuis 11 ans. D'ailleurs, j'y étais tout à l'heure à 4 heures. Je suis auteure, je suis blogueuse. Mais ce qui me personnifie, Maude, c'est le terrain. Moi, là, je suis pas une diseuse de bonne aventure. Je suis une fille de terrain qui va être capable d'évoluer avec sa société. Donc, je suis dans plusieurs projets jeunesse. Je suis associée justement à l'association Générale Roméo Dallaire on est en train de travailler sur des leaders positifs. Je travaille à un projet qui s'appelle Ado à la dérive, Allô, je raccroche. Donc, je fais du terrain avec les jeunes de la rue, la prévention du suicide. Je veux m'impliquer, comprendre de l'intérieur. Puis aujourd'hui, puis je suis mère, puis je suis grand-mère, puis je suis un bac en musique, je fais de l'impro, du théâtre. En tout cas, bref, je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour faire plein de choses. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, pour ne pas dire beaucoup. Mon chum dirait beaucoup trop. Et je pourrais dire que je me présente à vous tel que je suis. Donc, peut-être qu'en ouvrant vos écrans, vous avez été un peu surpris. J'ai des tatous, j'ai les cheveux rouges, j'ai des piercings, puis je m'assume. Parce que je pense que quand on s'assume, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne juge plus les autres. Et comme ça prend tout un village pour élever un enfant, ça prend aussi toute une communauté diversifiée pour être capable de faire du relais, d'aller chercher chez l'autre ce qu'on a moins. Donc moi, je crois beaucoup à la force humanitaire des gens et dans la différence qui fait de nous un peuple fort. Donc, c'est comme ça que je me présente à vous. Merci pour l'invitation, Maude. Merci pour le soutien. Puis, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de période de questions à la fin de façon systématique, mais en tout temps, vous avez votre place, c'est votre tribune, vous avez un commentaire à faire, vous avez envie de dire un petit quelque chose qui est peut-être en lien avec ce que je vous dis, un exemple, une question. Maude est là pour nous soutenir à travers cette belle heure qu'on va passer ensemble. Quand on m'a interpellée, j'ai envoyé, je pense que j'avais 60 conférences que je vous ai soumises. Et Maude m'a dit, ça tombait le bonheur dans la semaine du bonheur. Bonheur, tu es où? Et puis tu sais, ça peut avoir l'air quétaine, le bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est la quête de toute une vie. Et c'est pour ça que je pourrais terminer ma présentation en vous disant que moi, ce que je veux dans la vie, c'est être un virus. Un virus positif qui contamine. Et je crois qu'on a tous cette possibilité-là. Et qu'aujourd'hui, lors de la conférence, vous allez avoir l'impression d'être assis sur toutes les chaises de votre vie. Travailleurs, travailleuses, père, mère, vous allez voir votre belle-mère passer, vous allez voir plein de monde passer parce qu'il y a des vases communicants. Et tous les gens qu'on rencontre ont un impact sur nous. Donc, comment on fait pour d'abord avoir l'impact sur la personne la plus importante de notre vie qui est nous-mêmes, puis ensuite devenir des vases communicants? J'ai envie de vous poser une question. C'est là, on verra si vous êtes généreux. Vous l'êtes d'emblée, mais je vais vous poser la question.
Le bonheur, c'est souvent comme une paire de lunettes qu'on a sur le bout du nez. On les cherche. Sont où nos lunettes? Mais veux-tu bien dire où je les ai mis? Mais sont sur le bout du nez. Tu les vois plus. Pour comprendre le bonheur, encore faut-il savoir le reconnaître. Donc, je vous pose la question. Un petit coucou, parce que la seule façon de savoir que vous êtes là, que vous n'avez pas quitté, c'est un petit coucou. Un bonheur. Écrivez-nous un mot, une petite phrase. C'est quoi un bonheur pour vous? Parce que je pense que pour être capable d'en parler, faut-il savoir au moins en reconnaître un. Une paire de lunettes sur le bout du nez. Un bonheur que vous avez. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, le mien, ben, c'était vous. Pour vrai, là. Tu sais, j'ai l'air têteuse, mais c'était vous parce que c'est un événement qu'on prépare depuis longtemps. On a pris la peine de se rencontrer, moi et Maude. Tu sais, il y a quelque chose qui a été créé pour nous tous. J'avais très hâte d'être avec vous. Vous étiez mon bonheur de la journée. Et n'hésitez pas à écrire. Puis, pendant que vous écrivez, j'ai envie d'ajouter que l'atelier a comme, je dirais, objectif. Peut-être plusieurs mots, mais moi, j'aime bien les images. Voici l'objectif que je souhaite avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Et en passant, je n'ai pas fait de PowerPoint, pas parce que je ne suis pas capable de les faire, là, mais parce que je ne voulais pas que ça ait l'air d'un cours universitaire, surtout à cette heure-là. C'est pour ça que à cette heure-là, habituellement, les webinaires, je les fais pour que, puis que même, peut-être, que votre chum qui trouvait ça bien quétaine, qui passe en arrière de vous, fasse « ça a bien l'air le fun », puis qu'au bout du webinaire, toute la famille est assise sur le divan. Souvent, ça arrive. Donc, ce que je veux, c'est être plus fort, plus solide. Que même si des fois je me sens comme un chat, je devienne un lion. Le bonheur, c'est de se sentir ancré dans sa vie, sentir qu'on est presque invincible puis que rien ne nous arrête. Parce que le bonheur, ça se construit. Donc, il faut être capable d'aller chercher les éléments qui nous permettent de construire ce bonheur-là et d'accompagner les autres. Paul, on a d'ailleurs pas mal de réponses. Oh oui, vrai? Oui, alors on a regardé le fleuve, faire sourire quelqu'un, mes enfants, rire, la santé, jouer de la musique, les enfants qui font un câlin, lire avec mon chien, coller avec un bon café, du temps, l'odeur de la forêt après la pluie, les amitiés, que quelqu'un nous renvoie un sourire, avoir la paix à l'intérieur de soi, se sentir très libre, vivre complètement. Et quelqu'un qui nous dit « Le bonheur est très lié à notre perception d'un moment. Par exemple, savoir arrêter le temps pour ressentir la nature. » C'est vrai, c'est bon. On a des magnifiques réponses, hein? Hey, on vient d'avoir un bouquet de bonheur. Wow, merci de votre générosité. Et c'est à travers ces bonheurs-là qu'on va créer l'événement d'aujourd'hui. Et j'avais envie d'introduire le thème par une phrase qui est pour moi une phrase forte, qui dit « La vie, c'est 10% de ce qui arrive et 90% de ce que tu en fais. » Donc, comment tu te positionnes face à la vie va créer du bonheur, de l'espoir, de la motivation ou complètement le contraire. Mis à part, c'est sûr qu'il y a toujours exception à chaque règle. Hein? Puis, je veux dire, quand on parle de gens qui vont mourir, quand on parle, là, on parle de choses extrêmes dans la vie au quotidien, en général, que je parle. C'est 10% de ce qui arrive. L'autre partie, c'est ce qu'on va en faire. Et c'est beaucoup comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, je crois que mon attitude change tout. Notre attitude face aux événements change tout. D'ailleurs, on pourrait être 20 à vivre les mêmes événements, puis on ne réagirait pas de la même façon. Mais notre attitude, personne ne peut nous l'enlever. Ça nous appartient. On ne choisit pas toujours les événements qui nous arrivent, mais on peut choisir notre façon d'être devant eux. Et j'avais envie de vous montrer quelque chose. Et soyez assurés que tout ce que je vous montre aujourd'hui, si vous êtes parents, si vous êtes enseignants, si vous êtes des intervenants terrain, c'est toutes des choses que j'utilise avec les gens. Plus vieux, plus jeunes, des fois c'est une petite adaptation, mais c'est toutes des choses que j'utilise là, pour vrai dans la vraie vie puis qui marchent. Puis j'essaie souvent d'utiliser des choses de la vie courante pour que quand on revoit, on se rappelle. Donc, mon attitude change tout. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un œuf. Avant, je faisais croire que j'avais un poulailler, mais ça ne marchait pas. Les gens voyaient le petit numéro en arrière. Fait que là, à cette heure, je m'en pue. Là.
prends l'œuf de ce côté-là. Ça ne prend pas une grosse force pour le casser. On remarque que si on prend le même œuf, faites-le au-dessus de l'évier, des fois que votre œuf aurait une petite craquelle, puis qu'on le met de ce côté-là, puis qu'on essaye de forcer de toutes ses forces. Il sera difficile de le casser. C'est le même œuf. Ça dépend comment je me positionne dans la vie. Si je me positionne en abandon, je m'écrase. Je suis à l'horizontale, je deviens fragile. Si je me relève et que je me positionne debout, je me solidifie. C'est le même œuf, c'est la même personne. Et cette image-là, je l'utilise souvent avec les ados. Ils veulent tous l'essayer au-dessus de l'évier. Là. Non, je dirais qu'ils veulent l'essayer point. Là. Et cette image est forte sur ma capacité de me positionner par rapport à ce qui arrive. Et la position que je prends fait que je reçois quelque chose de positif ou que je reçois quelque chose de négatif. Donc, l'œuf est un bon représentant pour comment je me positionne dans la vie. Et le bonheur, je crois aussi que c'est la capacité de changer les difficultés en opportunités. Et j'ai envie de vous raconter quelque chose qui est tout à fait vrai. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais cette histoire-là est tout à fait juste. Vous pourrez aller vérifier par la suite. Je vous présenterai donc la pâte d'eau. Cette pâte-là existait dans les années 50 et servait à laver les tapisseries qui n'étaient pas lavables à l'époque. La suie, le charbon, etc. Monsieur McVicker était riche à craquer. Il y avait une entreprise de cette merveilleuse pâte qu'on appelait la pâte d'eau. Et comme il y a eu l'évolution et que M. McVicker voyait une banqueroute arriver puisque les tapisseries étaient devenues lavables, il avait envie de tout jeter à la poubelle. Une difficulté énorme, dire une épreuve. Sa sœur, qui était institutrice, avait placé la pâte d'eau sur le bord de son bureau, pas toxique. Elle l'avait laissée là, en l'oubliant un peu. Et les enfants se sont mis à la manipuler. Et à en faire un jeu où tous les enfants se la déchiraient. Et là, elle a dit à son frère, « Attends, mon frère, on pourra faire quelque chose qui changerait probablement notre difficulté en opportunité. Si on rajoutait juste une goutte de colorant, on pourrait en faire un jeu pour enfants. Et c'est comme ça que c'est venu au monde la pâte Play-Doh. Ça s'appelait à l'époque la pâte d'eau pour nettoyer. Et puis, tu sais, dans la vie, là, c'est pas de tout jeter. On a la base. Quand il arrive une difficulté, des fois, c'est de rajouter juste une petite goutte de colorant pour faire la différence et la transformer en opportunité. Très belle image, métaphore qu'on peut utiliser quand la motivation est en train de descendre. Là. Des fois, je dis, rajoute juste une petite goutte de colorant qui s'appelle d'effort. Peut-être que tu vas arriver à quelque part. T'sais. Donc, parfois, il s'agit juste de rajouter quelques éléments pour faire la différence entre cracher puis se relever. Si tu me permets, Paul, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que souvent, en réussite éducative, on va être confronté à la notion d'échec. Les jeunes qui vivent mal un échec, qui ne savent pas comment rebondir ou qui le prennent de façon très personnelle. Je trouve que ce que tu amènes, qu'on soit un parent, un intervenant, un entraîneur, peu importe, un adulte autour, est une façon visuelle d'illustrer que l'échec, ça peut être un apprentissage ou une opportunité aussi. Oui, puis je trouve qu'on vit dans une société où on a besoin de se le rappeler. Parce que c'est tout ou rien. Il n'y a pas beaucoup de nuances, là. C'est ça va bien ou ça va mal. Fait que quand ça va mal, ça peut être une belle occasion, tu as raison, Maud, pour apprendre, pour se réorganiser, pour... Einstein disait, dans le désordre, on refait un nouvel ordre. Donc, quand il y a le chaos, ça peut nous amener à un bonheur plus grand, ça peut nous amener à quelque chose d'autre. Donc, puis les images que je vous apporte, je vous le dis, c'est vraiment... Je crois que des fois, les mots se perdent, mais les images, ils restent. Tu sais? Puis des fois, tu n'as même pas besoin de reconnecter sur ce que tu as dit. Tu rouvres la porte du réfrigérateur, tu vois un œuf. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est comme je m'infiltrais puis que les gens ne peuvent pas se débarrasser de moi, finalement, parce qu'ils vont avoir des images. Et ça, c'était l'introduction qui lance notre sujet d'aujourd'hui. Et j'avais envie, comme on était réchauffé maintenant, de vous dire, selon vous,
Parce que j'ai préparé un plan de match. Hein. Je dois vous dire que pour la suite, j'ai préparé 7 éléments de plan de match pour savoir quoi pratiquer pour être bien. Hein, le bonheur, c'est d'être bien. Je pense qu'en pratiquant, on devient bon. J'ai appris ça comme musicienne quand même. Et juste avant, je vous pose la question du siècle. Selon vous, c'est quoi la vie? Et je l'ai écrit dans le chat pour les gens qui ont besoin d'être visuels. C'est quoi la vie? Et je vous dirais, comme indice pour ma réponse, qu'elle vient d'un film qui s'appelle Forrest Gump. Là, tout dépendant de l'âge que vous avez, vous irez voir sur Google Forrest Gump, mais c'est un film que tout le monde doit voir, c'est un film culte. Donc, c'est quoi la vie? Les réponses doivent rentrer un petit peu. Ce film-là... Oui? Oui, il y a Joanne qui nous dit que c'est un terrain d'apprentissage. C'est un terrain d'apprentissage, c'est l'école de la vie, tout à fait juste. Oui. C'est quoi la vie? Ben, j'ai eu envie d'utiliser le film Forrest Gump, que c'est pour moi un film culte, où Forrest n'a pas eu une intelligence cognitive à niveau. Mais son intelligence affective, pour moi, dépasse largement tous nous autres réunis. Et, dans sa candeur, il attend l'autobus assis sur un banc. Hein? Puis, comme il y a un charisme affectif, les gens s'assoient à côté de lui, tu comprends? Puis, il pose des questions, puis il répond, chose qu'on ne fait plus beaucoup. Moi, des fois, dans l'ascenseur, non, toujours dans l'ascenseur, je regarde les gens, je leur dis bonjour. Tu sais? Puis, ils ne me répondent pas, ils ne me regardent pas. Et puis, je fais 4 pieds 10, puis je fais 90 livres. Fait, peux-tu te dire que je ne suis pas menaçante, là? Mais, on a perdu ça. On ne l'avait pas tant avant la pandémie, puis là, la pandémie, elle a comme... Les gens deviennent des suspects. Et Forrest est assis sur son banc et il y a une dame qui dit « Forrest, c'est quoi la vie? » Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à trouver c'était quoi la réponse, Maude? Oui, on a 2 cinéphiles au moins qui nous ont bien dit que c'était une boîte de chocolat. Voilà. D'autres qui m'ont dit des livres, des chapitres d'un livre rempli d'expériences qui nous font évoluer. Vrai. Tout vrai. L'image que j'ai choisie de Forrest, c'est la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et on sait que plus ton adaptation est souple, plus le bonheur est invité à ta table. Parce que quand ton adaptation est rigide, tout rebondit. Tu comprends? Et la vie est comme une boîte de chocolat, c'est-à-dire que des fois, tu tombes sur ton chocolat préféré. La vie est bonne, ton chocolat aux cerises, t'aimes ça, c'est bon, c'est moelleux. Oups, le lendemain, tu tombes sur un chocolat ben trop sucré qui est à l'érable. Puis une bonne journée, tu tombes sur le caramel dur qui te pète une dent. Donc, il y a des jours où tu as l'impression d'être très heureux, d'être bien, puis il y a des jours, puis même dans la même journée, des fois, ça peut osciller parce que la vie n'est pas écrite d'avance. Et nous, comme humains, on est sur un terrain de jeu où on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Plus l'adaptation travaillée, plus on réussit à adhérer au bonheur et au bien-être. Dans mon plan de match, j'ai eu envie de m'inspirer de Forrest dans mon cœur pour être capable de nous amener le plus proche possible de la capacité à inviter le bonheur à notre table. Et je crois que la vie, c'est un buffet. Il faut se lever le derrière et aller se servir. Si on reste dans la salle d'attente, c'est pas la place la plus haute. Hein? Il n'y a personne qui a envie de rester 10 heures dans la salle d'attente. Donc, vous êtes prêts? On se lance. Plan de match. C'est en pratiquant qu'on devient bon. Moi, là, j'ai juste une théorie dans la vie, c'est faire du mouvement, puis c'est juste en pratiquant que tu deviens bon. Puis, t'es pas bon tout de suite, puis c'est pas grave, mais en pratiquant, tout s'apprend. Je crois profondément à ça. Ouais, mais pas, je suis pas bon. Mais t'es pas bon, mais tu vas peut-être le devenir. T'sais? Donc, pratiquer pour acquérir. J'ai préparé 7 éléments. Je ne devrais pas le dire d'avance, parce que des fois, quand il manque de temps, on ne se rend pas au bout. Non, on va tout faire pour se rendre au bout. Vous êtes bien, tout le monde? Ça vous convient? Oui. Tout le monde est bien? Oui. Tout le monde a l'air bien. Il y a même des gens qui nous partagent qu'ils habitent dans un endroit où les gens qui vont au dépanneur se tiennent la porte, se regardent et se disent merci. Ça existe encore? Oh, mais oui, je suis sûre que ça existe. Puis, je veux dire, j'ai de la bienveillance aussi quand je tiens la porte, mais
on a encore un travail à faire, je pense, d'être des virus contaminants. Première chose qu'on travaille, puis j'ai vraiment mis des titres là, pour être capable de vous retrouver. Le premier titre sur notre plan de match, c'est de travailler le réflexe du positif. On est toujours dans être bien, le bonheur, tu sais, juste être bien. Le réflexe du positif. Le négatif est 5 fois plus fort que le positif. Je vous propose une routine. Dites-vous que ça prend 3 cycles de 21 jours avant d'adhérer à une routine. Premier cycle de 21 jours, ton cerveau fait « Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? » Deuxième cycle de 21 jours, il fait « Pas fou. » Troisième cycle de 21 jours, il commence à cristalliser les acquis. Donc, je vous propose la routine. Puis, dites-vous qu'un bon conférencier, ça enseigne. Une extraordinaire conférencière, ça inspire. Donc, comme une sauce à spaghetti, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Si ça vous inspire un élément parmi tout ça, ben, c'est à ça que ça sert notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous propose la routine positive qui inclut un geste à poser le matin en se levant, un geste à poser au retour et un geste à poser au coucher, quand on parle de routine. Donc, puis, vous voyez qu'on peut le faire avec toute la famille, on peut le faire tout seul, tout s'adapte. La première chose, c'est le matin, trouve-toi 3 belles choses à venir. Moi, avant, j'avais un tapis sur le bord du lit. Tu sais, quand je débarquais du lit, j'avais un tapis qui était marqué « La vie est belle ». Il y a 2 ans, j'ai adopté Henri. Ceux qui me suivent, ils le voient abondamment. C'est mon golden, mon gros amour, qui est en train de s'entraîner de devenir un intervenant lui-même. Et il a beaucoup aimé mon tapis « La vie est belle ». Donc, au nombre de pipis qu'il a fait dessus, tout ça, tu sais, je sentais qu'il était confortable dessus. Mais vous comprendrez que je n'ai pas gardé le tapis, mais j'ai gardé Henri. Alors, à la place, j'ai acheté ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est marqué « La vie est belle ». C'est une boule. Bon, Henri l'a fait tomber. Je ne sais pas si vous le voyez. Il brise un peu. Mais bon, je le mets sur ma table de lit. Ça m'oblige tous les matins à regarder la boule et dire « Hey, t'es en vie, tu respires. What? Fais-toi un meeting avec toi-même, là. Puis trouve 3 belles choses à venir. Si petites soient-elles, l'odeur du café, le câlin de mon mari, justement mon gros Henri qui m'accueille, 3 choses qui vaut la peine de te lever parce qu'on a le réflexe négatif facile. On n'est pas debout et on fait « Ah, la crise de journée que ça me tente pas, les mouilles! Hein, aujourd'hui, je sais pas où vous étiez, mais il neigeait, on avait senti que le printemps s'en venait, il était plus là le matin. » Tu sais, on est des boubous, j'appelle ça des bougonneux. Puis on dirait que tu es inspiré toute la journée de ça. Donc, je vous propose ça le matin. Au retour, 3 coups de cœur. Tu vas dire, Paul, hey, 3 coups de cœur. Oui, 3. Puis là, pourquoi je vous... Là, si je vous montrais ceci, regardez bien. Je vais vous le montrer très vite, vous allez me dire ce que vous avez vu. OK? Je vais prendre Maude comme expérimental. Qu'est-ce que tu as vu, Maude? J'ai vu un morceau de papier avec des super belles formes, comme si je pouvais écrire dedans, comme une bulle de citation. C'est vrai. Je te remonte un petit peu plus longtemps, tu me diras ce que tu as vu. Ah! J'ai vu dessus un gros point, comme si c'était un gros grain de beauté de Marie-Antoinette. Ben, je te dirais que des fois, je montre ce carton-là, puis les gens ne savent même pas la couleur du carton. C'est le point noir. Et souvent, quand on finit notre journée, s'il y a eu un petit point noir dans la journée, je suis incapable de voir que j'ai eu une bonne journée. Donc, se rappeler 3 coups de cœur dans notre journée parce que, je vous le dis, puis je ne suis pas mieux que les autres, je reste comme accrochée sur, tu sais, la petite salade dans le dent, tu n'es pas capable de voir d'autres choses, que personne ne te le dit. On dirait qu'on reste accroché là. Donc, il faut amener notre cerveau ailleurs. Et en fin de journée, parce que moi, je pense que la façon dont on finit va inaugurer la journée du lendemain. Avoir un petit cahier de la réussite que j'appelle. Là, Henri est parti avec. Là, je mets ça sur le dos, mais là, je ne le trouve plus. En tout cas, un petit cahier de la réussite, c'est un petit cahier que tu remplis tous les jours, où tu fais juste écrire « Je suis fière de ». Ça doit toujours commencer par « Je suis fière de ». Tu en écris 3, 4, tes numéros. Le lendemain, tu continues. Tu sais, quand tu doutes de toi, là, tu ouvres ton cahier et tu dis « Hey, j'ai 80 bonnes raisons de croire en moi. Come on. »
Donc, le cahier de la réussite se fait bien avec les jeunes, se fait bien. Tu sais, quand tu as besoin d'un petit ouf, tu fais pas ça. Dites-vous là que les outils qu'on met en place, il faut se donner une date d'évaluation. Sinon, ils vont rester collés sur le frigidaire, puis la poussière part là-dessus, puis 2 ans plus tard, tu sais même plus pourquoi c'était là. T'sais. Fait que fais-toi une date, là. Une date qui te permet de revisiter ce qui s'est passé. Donc, le cahier de la réussite. Et pour clore ce premier point-là, qui s'appelle le réflexe du positif, hein, on veut travailler ce réflexe-là. Rappelez-vous que quand on est positif, on se sent bien, habituellement. J'ai envie de vous raconter quelque chose. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 30 ans. Elle apprend qu'elle a une tumeur au cerveau. Cette tumeur-là n'est pas cancéreuse, elle est maligne, mais on sait que où elle est logée, si elle grossit, ce sera la perte des facultés, assurément, de cette jeune femme. Donc, le médecin lui propose de retourner à la maison et de faire sa vie comme si tout allait bien, mais de surveiller des éléments qui seront des lumières oranges. Un bon matin, elle se lève, 10 ans plus tard, en sachant très bien qu'on était rendu là. Elle arrive à l'hôpital, on lui passe des scanners, et là, elle voit la mort dans les yeux du médecin, de l'infirmière, là, comme si tout était fini. Ils lui disent, garde, c'est l'opération. Il y a 30% de chance que tu reviennes complètement bien, mais il y a plusieurs risques de tout ça. Elle dit oui, je vais me faire opérer. Mais à une condition, c'est que vous me mettiez une fourchette dans la main. Oh, le médecin a bien pensé qu'elle avait déjà commencé à perdre ses facultés. Elle a dit, après l'opération, on lui avait dit, on lui avait expliqué qu'elle serait 3 semaines dans le coma pour permettre au cerveau de réduire, de désenfler. Et elle a dit, durant toute l'opération, je veux que vous m'opériez avec une fourchette dans la main et qu'ensuite, cette fourchette-là soit dans la main pour les 3 semaines à venir, quand je serai dans le coma, quand les gens viendront me voir. Le médecin dit, il faut désinfecter tout ça, c'est pas une demande habituelle, mais si c'est intelligent, je vais dire oui. Elle dit, vous savez, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est entouré de ceux que j'aime. Puis ce que j'aime encore plus, là, c'est quand on est autour d'une table. On papote, on jase, on est juste bien. Puis mon moment préféré, là, c'est quand on vient chercher la fourchette à la fin du repas, juste avant le dessert. Dessert que j'aime d'une façon folle et qui viennent pour débasser. Je leur dis non, 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 non. Je garde ma fourchette. Le meilleur est à venir. Quand vous allez m'opérer, à toutes les fois que vous douterez, à toutes les fois que vous penserez que ça ne vaut pas la peine, à toutes les fois que vous penserez que je vais me réveiller et que je ne serai plus qui je suis, vous allez regarder la fourchette. Puis vous allez vous dire, le meilleur est à venir. À toutes les fois que vous aurez un doute, la fourchette va vous le rappeler. Ah, puis quand je serai opérée, puis que les gens vont venir me voir, je veux pas qu'ils viennent me voir comme des faces de carême. Je veux qu'ils viennent me voir, puis qu'ils regardent la fourchette. Puis que l'énergie qui soit distribuée autour de moi, ça soit de l'énergie positive. Regarde-moi comme une vivante. Regarde-moi comme quelqu'un qui va survivre. Regarde-moi comme quelqu'un qui va s'en sortir. Elle s'en est sortie sans aucune séquelle. Ah, elle se plaît à dire que c'est à cause de la fourchette. Dans la vie, l'espoir. Ça fait partie d'être positif. Tu sais, l'espoir, là, c'est monter l'escalier, même si tu vois juste la première marche, puis c'est ce qui est arrivé, tu sais. Mais elle a été capable d'être une influenceuse auprès de tous ceux qui l'opéraient, puis de tous ceux qui venaient la voir. Donc, elle n'était pas toute seule, elle avait des alliés qui la traitaient comme quelqu'un qui va s'en sortir. Et ça fait toute la différence. Donc, j'espère qu'à toutes les fois que vous verrez une fourchette, vous la remarquiez pas trop jusqu'à la journée où vous aurez besoin de vous en rappeler. Le meilleur est à venir. Je vais me battre pour ça. Donc, le réflexe du positif. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires pour le premier point, Maude? Non, je pense que tout le monde t'écoute religieusement et ils sont en train de prendre des notes, de sortir leur fourchette à côté de l'ordinateur, le mettre dans leur vue tous les jours. Numéro 2, faire du ménage. Quand on veut être bien, on doit se libérer de nos boulets.
Les boulets, c'est assez. Faire le ménage des c'est assez. Il y a quelques façons de le faire, je vous en propose. La première, de faire juste comme une liste d'épicerie. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a qui vont dire, j'ai rien. Sois donc attentif, tu n'en reviendras pas, tu n'auras pas assez d'un calepin, là. Tu sais, pense juste à la petite poignée d'armoire, là. Tu sais, la petite poignée d'armoire en dessous de l'évier où tu fais ta vaisselle, là. Puis toutes les fois que tu viens pour l'ouvrir, la poignée te reste dans les mains. Ça fait 2 ans. Tu mets de la colle de baveux en disant, cette fois-ci, ça va coller, tout va bien aller. Tu comprends? C'est des petits mini-boulets. Puis des fois, c'est des plus gros. Mais tout ça, ça finit par être des choses que tu traînes et qui t'empêchent de prendre ton envol vers le bien-être, tu sais. Des fois, c'est une discussion avec ta belle-mère. Des fois, c'est, tu sais, des fois, c'est changer de job. C'est gros, c'est petit, ça dépend ce que tu vis. Mais la liste des c'est assez t'aide à prendre conscience. Puis ça pourrait être aussi un petit post-it. Un, c'est assez par post-it, puis colle-toi ça, là. Puis quand t'en as un de fait, la satisfaction que tu as d'en enlever un, puis tu fais « Oh, hey, c'est comme une thérapie, je te le dis, ça fait du bien. » Puis j'ai envie de vous raconter quelque chose. J'ai fait partie d'un projet qui s'appelle Allô, je raccroche. Je suis une ambassadrice du projet Allô, je raccroche, qui malheureusement a décroché durant la pandémie. Mais là, il est reparti sous une autre forme, mais je vous parle de celui-là, où on a commencé avec 10 jeunes volontaires, des jeunes délinquants fois 1000, tu sais, des gens sur qui tu fondes plus ben d'espoir. C'était des garçons. Le taux de décrochage chez les garçons est très élevé. Et on est parti, c'était un projet pilote. Les gens de la région ont voulu investir de l'argent pour sauver nos garçons. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ont monté une équipe dont je faisais partie. Puis pendant 5 jours, ils étaient logés, nourris. Les entrepreneurs payaient pour eux. Le matin, on les scolarisait parce qu'on se disait, la diplomation, on veut que ça leur dise quelque chose, mettons. Puis de 1h l'après-midi à 9h, ils passaient tout ce temps-là avec moi. Et moi, mon travail, c'était d'enlever les obstacles qui les empêchent d'atteindre leur bonheur, qui les empêchent d'aller où ils veulent. Tu sais? Identifier les obstacles, qui sont comme des boulets, on pourrait dire. Et une semaine de temps. Et ensuite, je les suivais toute l'année, une fois par mois. Et sur 10 jeunes, on a 9 qu'on a raccrochés. Puis d'autres, oui. Puis, ça a tellement fait wow qu'on a rencontré à peu près 175 jeunes avec un niveau de réussite qui frôlait les 96 %. Tu sais, quand tu dis, ça se peut qu'on fasse quelque chose, puis ça marche. Puis un jour, j'avais un dealer de dope, là, le gros... Puis lui, ben, son obstacle, c'était ça. Mais il disait, oui, mais pas, j'arriverai jamais, c'est tous mes amis qui consomment. Bon, en tout cas, il se sentait... Puis, il est venu me voir lors d'une rencontre. Et j'ai dit, il dit, je m'en sortirai jamais. Puis là, tu sais, il voyait pas le bout. J'ai dit, regarde, j'ai eu comme l'idée du réflexe. J'ai dit, regarde, tu seras pas seul. À toutes les fois que tu pourras résister, tu auras envie, mais tu vas résister. Tu es fier de toi parce que tu n'as pas consommé. Écris juste Paul. Je vais être avec toi. Puis colle Paul sur ton mur. Autant de Paul, autant de soutien. Écoute, après ça, je me suis dit, c'est bien cucu ce que je viens de faire. Tu sais, des fois, ton instinct t'amène, tu sais, t'amène vers, bon, je ne l'ai pas revu durant 3 mois. Mais là, je me suis dit, c'était vraiment cucu mon affaire, là, tu sais. Il est revenu. En fait, ça faisait 3 mois que je ne l'avais pas vu. Et quand il venait me voir, il n'avait pas le droit à leur cellulaire. Parce que je voulais du live. Mm-hmm. Et il m'a dit, Paul, est-ce que je peux utiliser mon cellulaire? Je veux te montrer quelque chose. Et c'est assez rare dans ma pratique que j'ai eu des petits yeux mouillés, là, tu sais, parce que je pleure après, moi. Hein? Mais là, je n'ai pas pu me retenir. Ça a fait comme, tu sais, comme un coup de poing dans... Et il m'a dit, Paul, je ne consomme plus. Puis je voulais attendre quelques mois pour être sûre que je ne retombais pas. Puis il dit, je vais te montrer quelque chose. Il a ouvert son téléphone cellulaire, il m'a montré tous les murs de sa chambre, c'était des Paul. Et c'est là que j'ai craqué. Puis je vous le dis, puis je fais attention. C'était plein. Tu sais, le geste le plus simple peut être celui qui est le plus salvateur. L'idée, c'est de ne pas se sentir seul. Puis quand moi, j'y crois plus, si quelqu'un à côté de moi, il croit très fort, puis qu'il reste connecté à moi,
Ça peut être une bonne façon d'illuminer l'autre. Moi, je dis souvent, quand notre petit feu de Bengale est éteint, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a l'allumette. C'est toi qui portes le feu de Bengale, mais l'autre, il peut t'aider à le rallumer, tu sais. Fait que, deuxième point, c'était faire du ménage dans les cétacés et les boulets. Premier, réflexe positif. Deuxième, faire du ménage avec les cétacés et les boulets. Jusque-là, vous me suivez? Bon, tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Le troisième. Tout le monde capote sur le projet. En bon québécois, voilà. Oui, c'est vrai. Je trouve que... Oui, on a des « Wow, c'est génial, j'adore, incroyable ». Je pense que tu vas avoir des gens qui vont t'écrire par la suite pour en savoir plus. Peut-être, qui sait, pour en faire partout au Québec, on ne sait pas. Mais ça prend... Oui, puis là, je suis dans un autre qui s'appelle Ado à la dérive, dans un autre qui s'appelle Les ambassades. Tu sais, l'idée, c'est que ça repart sur d'autres thèmes, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. On ne sait jamais quel type le virus va prendre comme forme. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Mais il est toujours positif. Okay? Oui, voilà. Le troisième, c'est les mots répétés deviennent une réalité. Les mots nous conditionnent. Mm-hmm. Nelson Mandela était un homme de ma vie, là, jamais su avant de mourir. Hein? Et Nelson Mandela, là, lui, là, il voulait sortir son peuple de l'esclavage social. Faire reconnaître son peuple. Hey, il a fait 27 ans et demi de prison, puis il n'a jamais lâché son idée, puis il est devenu président de son pays. Hey, c'est pas quelqu'un qu'on peut pas admirer. Lui, il a dit, dans la vie, tu réussis ou tu apprends. Ça, moi, c'est une phrase forte aussi. Une phrase que je me répète. Tu comprends? Pour me dire, regarde, tu as pris le décor, ma belle, mais tu as appris quelque chose. C'est ça qui amène un apaisement. De dire, je ne l'ai pas vécu pour rien. Il y a Bob Marley qui a dit, je ne sais pas s'il était à jeun ou pas, là, Bob Marley faisait de la musique avec beaucoup d'amis hallucinogènes. Il a dit, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est une des phrases qui me fait réfléchir. Parce que combien de fois on se crée des problèmes alors qu'il n'y en a pas? Puis tu ne trouves pas de solution parce qu'il n'y en a pas de problème. Demande-toi ça des fois. Oui, mais il n'y a pas de solution, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de problème. C'est créé dans un scénario. Puis, il y a Paul qui dit souvent, ben c'est parce que là, il fallait bien que j'en mette une des miennes. Là. Je suis un peu devenue populaire avec 2 mots. C'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent ces mots. À la radio, ça a été une chronique assez wow. Dans la vie, une des choses qui nous rend fous, c'est l'anxiété, la peur. Beaucoup d'anxiété. Vous n'êtes pas seul si vous sentez de l'anxiété. Très souvent, l'anxiété est très mauvaise conseillère. Hein, nous fait penser qu'on n'est vraiment pas bien parce qu'on ne l'est pas. Mais souvent, c'est notre thermomètre de gravité qui ne marche pas. Alors, je vous propose de travailler avec 2 mots. Je vous les présente. Le mot. Attends un petit peu, je vais mettre quelque chose en arrière, vous allez mieux voir, je m'excuse, il est plastifié. Est-ce que c'est plate ou est-ce que c'est grave? Ça change tout. La plupart du temps, quand tu te sens pas bien, c'est que tu as évalué que c'était grave, mais ça ne l'est pas, c'est juste plate. Et un jour, durant la pandémie, il y a eu des ouvertures de salles. À un moment donné, il pouvait être 250 si tu avais été vacciné. Tu sais, il y avait toutes sortes de formules. Fait que je leur donnais des conférences dans ces moments-là. Et les gens étaient sédents, là. Hein, ils n'en pouvaient plus. Fait que je donnais une conférence sur l'anxiété et je parlais de plate et grave. Et là, il y a une madame qui s'est levée. Elle devait avoir son voyage dans la vie en général. Là. Je suis devenue comme sa cible. Et là, elle a dit, c'est bien beau ce que tu dis. Bon, premièrement, quand vous commencez par ça, je sais que c'est plate ce qui s'en vient. Tu sais. Elle me dit, c'est bien beau ce que tu dis, mais la pandémie, est-ce que tu dirais que c'est plate ou grave? Ah, et là, je me suis dit, c'est une colle. Ça, c'est une colle, ça, là. Fait, tu sais, t'as comme un fil dans la tête. Et j'ai dit, c'est plate. C'est très, très, très plate, mais c'est plate. Si tu penses que c'est grave, tu seras plus capable de fonctionner, tu vas rester en dessous de ton lit, tu ne bougeras plus. Être intubé au centre, voyons, le soin intensif à cause de la pandémie, là, c'est grave. Donc, comment on fait pour se positionner? Sur le bord du chemin, quand tu fais une crevaison, c'est plate. Quand tu fais une crevaison sur le bord du chemin à minuit, c'est très, 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 très plate. Mais si tu fais une crevaison dans le Bronx à 3 heures du matin,
c'est peut-être plus proche du grave. Fait que je vous propose juste, puis combien de personnes m'écrivent, vous dire, hey Paul, depuis ce temps-là, là, ça me calme le pompon, juste de ça, dire, hey, calme-toi, là, tu plate ou grave? Juste ça. Pratiquer. On pratique, puis on devient bon. Au début, on a envie de dire, fuck you, c'est grave, mais travaillez à, je dirais, apprivoiser votre bête. La bête de l'anxiété qu'on claque sa fesse pour qu'elle tourne dans la caverne. Donc, tu disais tantôt qu'il y avait comme des espèces de curseurs. Là. Moi, je vois comme ça comme un curseur. C'est comme le curseur de la gravité. Oui. Là, un bout grave, l'autre bout. Ben, ça se peut que ça soit un peu plus plate, un peu plus grave, mais que tu puisses te promener comme tes émotions. Oui. Oui. Puis d'ailleurs, il y en a un thermomètre de la gravité que je fonctionne avec le raccourci. Tu sais, c'est comme les deux mots raccourcis. Mais il y a vraiment un thermomètre de gravité que tu peux fabriquer entre 0 et 5. OK? Donc, la plupart des choses se passent entre 0 et 2, que tu peux mettre à la dizaine, 0,1, 0,2, 0,3. 5, t'es mort. 4, c'est soins palliatifs. 3, le feu a brûlé, tu as réussi à sortir. Fait que tu comprends-tu que la plupart des affaires, c'est entre 0 et 2. Fait que quand tu veux prendre le temps d'évaluer sur le thermomètre de gravité, tu peux te baliser. Quand tu n'as pas le temps, c'est plate ou grave. Oui. C'est le raccourci. Donc, ce que tu dis, Maud, est tout à fait juste. Donc, la formule, puis... super. C'est bon pour ça? Et j'avais envie de vous montrer quelque chose. On est toujours dans les mots répétés deviennent notre réalité. Au fond, à force de dire « je suis pas capable, je suis pas heureux, je suis pas bon », ben, on finit par y adhérer. On porte sur nous une étiquette. Je suis allée me promener dans le Maine. Je vous l'ai apporté pour vous le prouver. Je suis allée me promener dans le Maine. Et dans le Maine, si vous êtes déjà allé, quand tu te promènes le soir, il y a des petites boutiques avec toutes sortes de petits gugus. Puis bon. Et j'arrive sur ceci. C'est accroché. Je ne le porte pas, là, si ça peut vous rassurer. Uh-huh. T'as écrit bitch. Bitch 1. Puis il y avait bitch 2, bitch 3, bitch 4, bitch 5. Il y en avait jusqu'à 7. Toutes des couleurs différentes. J'en venais pas. Je suis rentrée dans le magasin. Petit monsieur vietnamien qui parlait baragouine anglais, moi qui baragouine anglais, mais on a baragouiné ensemble. J'ai réussi à comprendre que là-bas, c'était populaire. Puis que les gens, les jeunes filles, s'appelaient les bitches entre eux, puis étaient fiers de s'appeler des bitches et adhéraient à un comportement de bitch. Tu comprends? Ils portaient fièrement. Puis quand je vais dans les écoles secondaires, puis ils disent « Ouais, mais c'est ma bitch, je l'aime! » C'est parce qu'on n'insulte pas quelqu'un qu'on aime. Tu sais, prendre conscience du sens des mots aussi, qui sont mal utilisés puis qui finissent par impacter sur nous. Tu sais. Prenez juste l'habitude de vous lever le matin en vous disant « T'es belle ». Hey, levez la main ceux qui se disent pas ça le matin ou « T'es beau ». On se dit pas ça le matin, on se dit « Ah, j'ai un bouton ici, puis j'ai une craque de cheveux pas à la bonne place. » Puis juste prendre le temps de se regarder. Moi, je dis tout le temps « On est notre pire bitch ». C'est pour ça que j'ai accroché sur le gilet. On est notre pire bitch. C'est incroyable comment on se traite avec peu d'égards. Comment tu vas être bien? Hey, t'es ton premier outil d'intervention, hein? Tu sais que tu es venu au monde tout seul, tu vas mourir tout seul. Avec qui tu vas passer le plus de temps entre les deux? C'est toi. Donc, je vous invite à prendre conscience du bitchage que vous vous faites. Puis plus tu es porté à te bitcher, plus tu as une tendance à laisser les autres le faire. Parce que ça devient normalisant. Et quand les filles se traitent de bitch entre elles, c'est normalisé. C'est pas parce que c'est normalisé que c'est un vocabulaire qui est bienveillant. Si tu veux utiliser bitch, utilise-le au moins quand c'est opportun. Je vous invite pas à le faire, mais tu sais, des fois. Donc, ça, c'est pour les mots répétés. Numéro 3. Ça va bien. Oui, on accélère. Le 4, se donner la permission de réajuster plutôt que d'abandonner. On vit dans une société de Google mania. Tout est rapide. Hein? Levez la main ceux qui cherchent encore dans le dictionnaire. Hey, sur Google. Hey, t'écoutes un film, là? Tu peux savoir l'âge de la fille qui est à TV, son chum est-tu beau? Oups, tu viens de réserver pour aller au brunch de grand-mère demain. Tout ça, là. Tu te laisses plus de temps pour te réajuster. T'abandonnes plutôt que de te réajuster. J'ai fait le tour des hôpitaux pour des conférences avec les médecins qui recevaient des stagiaires.
parce que les stagiaires avaient plus envie de pratiquer. Ils l'avaient fait 2-3 fois, puis c'était réglé. Parce qu'on est dans la rapidité, on pratique plus, on se donne plus le temps. Bon, faites-vous-en pas, j'ai fait le tour, là. Fait que si vous faites opérer, ça devrait bien aller. Mais vous savez quoi? Je me suis acheté ceci, qui est un sablier. J'aime beaucoup l'idée du sablier, parce qu'il nous rappelle la qualité du temps. On oublie que ça prend du temps pour s'adapter, ça prend du temps pour se consoler. Moi, je suis des deuils, hein. Les gens me disent, Paul, je pleure encore. OK, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois, je pleure encore. Hey, t'es en deuil. Puis, tu sais, moi, là, souvent, ce que je dis, là, lui, il vaut 15 minutes. Ça, là, c'est un exercice qu'on peut faire. Tu sais, quand tu es plein d'émotions, là, tu donnes la permission de le vivre le temps du sablier. Tu tournes ton sablier et tu fais exprès, là. Tu sors des cartes de ce qui te fait pleurer, tu écoutes de la musique qui t'amène dans des zones émotives, mais laisse-toi la chance de la vivre, ton émotion. Aujourd'hui, on l'endort, on l'accepte pas. Puis tu vas voir, après ça, là, ça a fait du bien. Tu t'es donné la permission de. Puis rappelez-vous que le temps, c'est notre allié aussi. On appelle ça, entre autres, la loi du 48 heures. Quand on vit une grosse secousse dans la vie et qu'on sent que le bonheur ne reviendra plus jamais. La loi du 48 heures, c'est qu'on dit que ça prend 48 heures. Entre 0 et 48 heures, quand tu as eu un choc, pour que tout n'est pas réglé, là. Mais ça décante. Rappelez-vous les 3 cycles de 21 jours pour l'adaptation. Donc, tout ne se fait pas. Quand maman m'appelle pour dire, Tipite, là, il n'ira plus jamais à l'école. OK, dans quelle année? Maternelle. Bon, il y a encore un petit peu à faire. Ouais, mais il est en octobre et il ne s'adapte pas pantoute. Calmos-nous. On n'est pas dans le 3 cycle du 21 jours. Il y en a que ça prend tout ce temps-là. Il y en a que ça prend jusqu'en décembre pour s'adapter, tu sais. Donc, se donner la permission de se réajuster, de se donner le temps nécessaire pour apprendre, pour comprendre. Pas pour se momifier et rester dans la salle d'attente, mais pour se donner la permission que les émotions puissent faire leur chemin. Puis, j'aime beaucoup l'idée du sablier. Sablier qui nous rappelle que le temps, ben, il est là pour une raison. Les saisons sont là pour une raison. Les fleurs qui poussent, la nature, quand tu te promènes dans la nature, on trouve ça apaisant. Regarde la nature. Regarde autour le temps que ça prend. Tu plantes pas une graine puis la tomate pousse tout de suite. T'sais. On fait de l'impatience beaucoup. Hein? Donc, l'espoir vient avec l'effort. La signifiance, c'est savoir pourquoi je fais quelque chose et savoir que ce quelque chose-là est porteur quand je lui donne le temps de pousser. Là, j'aime beaucoup, tu viens de dire le mot signifiance. Puis, tu sais, quand on s'est rencontrés, on parlait de la notion du sens et que même pour nos jeunes aujourd'hui, c'est important d'avoir du temps, des gens, d'être dans cet optimisme, positivisme pour trouver un sens à ce que je fais. Un sens à aller à l'école et me motiver, un sens d'être dans la société dans laquelle je suis, un sens vers mon avenir, même si apprendre qui je suis et ce que j'aime, ça peut prendre du temps. Absolument. Merci d'avoir remis ce terme signifiance. Moi, je dis qu'on devient insignifiant quand on ne connaît pas la signifiance. Insignifiant dans le sens où on s'écrase quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, on n'a pas d'élan. Fait qu'on est tout à fait. On est rendu au numéro 5, on est bon encore, tout va bien. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose. Numéro 5, notre perception. Hey, notre perception, peux-tu nous jouer des tours? Ma grand-mère disait le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais il y a la même quantité dedans, ça dépend comment tu le vois. Tu sais. Boucard Diouf, que j'aime d'amour. Écoute, je n'ai une coupe, là. Ils ne savent pas, par exemple, c'est des amours secrets. Boucard Diouf dit, si on s'était arrêté à l'apparence, on n'aurait jamais découvert les perles à l'intérieur des huîtres. L'apparence, c'est parfois trompeur parce que, je vais vous montrer quelque chose, où on se fait le plus avoir dans notre perte de bien-être, c'est quand on souffre d'obésité du cœur. Le cœur est rempli d'émotions. Quand il arrive quelque chose qui vient nous shaker, voici ce qui arrive à notre cœur. Je vous montre ça. C'est tous des outils que vous pouvez récupérer, peu importe l'âge des enfants ou les gens autour.
Cœur obèse. Tu n'as plus accès à ton cerveau. Tu n'as plus accès. Youhou! Donc, tu n'as plus accès à ton discernement, à ta réflexion, à ta cueillette de données que tu as déjà. Et comment tu fais pour voir l'événement tel qu'il est? Tu le vois à travers tes émotions. Et c'est rare que tu décodes bien. Hein? Si tu es en colère, si tu es déçu, si tu as de la peine, puis que le cœur est immense. D'ailleurs, rappelez-vous que quand on se met dans le trouble, c'est quand on a le cœur obèse. Là. Hein? Parce qu'on n'a plus accès. Peut-être que ça vous est arrivé de faire des blackouts même lors d'examens. Tu sais, on savait toutes les affaires, puis là, paf, on s'en souvient plus. Obésité du cœur. Oui, le cœur a pris toute la place. C'est pour ça que se calmer nous permet de voir autrement. Moi, là, des fois, là, je vous le dis, là, je pourrais avoir une tendance, moi, je suis une fille, faut ça roule, faut ça. Puis, ben là, avec l'âge, ça va beaucoup mieux, mais moi, je suis une ancienne rebelle quand même, là, qui a appris à se filtrer. Mais, des fois, je reçois des messages, là. Ça va jusqu'à ce point-là, puis ça doit vous arriver. Je reçois des messages, là, écrits, Dieu merci, sont écrits. Et là, je les lis, là, je viens. Là, j'attends que le cœur dégonfle, je le relis. C'était pas ça. Il y a des mots qui n'étaient pas là que j'ai vus, me croyez-vous? Il y a des mots que j'ai déformés, je disais, ou juste changer la virgule de place, c'était pas ça, pas en tout. Je me dis, eh boy, une chance, j'ai pas répondu. Finalement, c'était pas un paquet de bêtises, c'était pas ça, pas en tout. Fait que, rappelez-vous, notre perception pour nous faire souffrir, on peut avoir l'impression que notre mère nous aime plus. Hey, il y a des enfants qui arrivent et disent, mon professeur, il m'aime vraiment plus, Madame Paul, il a crié très fort. Je dis, OK, mon trésor. Elle a crié comment? Elle a crié, c'est pas ça! Bon. Est-ce que c'était à toi qu'elle a crié? Non, mais c'est moi qui regardais. Tu comprends? Fait que, allez vérifier. Se calmer pour y voir plus clair. Laisser le cœur se dégonfler. Parce que tant que le cœur sera gros, notre perception sera faussée parce qu'on ne réussira pas à voir l'événement tel qu'il est. Une perception peut nous amener à ne pas voir les perles à l'intérieur des huîtres. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, on voit à travers nos émotions, on voit à travers ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'à la fin des conférences, je dis tout le temps, est-ce que je vous laisse en pire état que je vous ai pris? Je vais le faire tantôt. Là j'ai brûlé mon punch. Mais je vais vous le dire parce que comme vous vivez tous des choses différentes, là, je vous vois même pas. Genre, j'ai ma belle mode, là. Tu sais, je vous vois pas, moi, là. Je vous sens, tu sais, mais je vous vois pas. Fait que des fois, là, quand je vous vois, je suis capable de décoder, mais là, je vous vois pas. Fait que peut-être qu'à cause de ce que vous avez vécu, peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit qui vous ont rentré dans le cœur, tu sais. Parce que, selon notre perception, si on vient de vivre quelque chose, ben, ça peut être fragilisé. Fait que Paul, ce que je comprends de ce que tu dis là, entre autres, c'est d'avoir un réflexe d'introspection, être capable de sortir de soi, pouf, puis s'observer de l'extérieur quand on vit quelque chose pour ne pas réagir tout de suite. Puis ça serait quelque chose à enseigner sans doute aux jeunes aussi. Oui, parce que le gros cœur, je le sers, il me sert beaucoup lors d'interventions avec les jeunes. Puis souvent, le mot que je dis, c'est il faut apprendre à se calmer. Le calme, c'est ce qui permet au cœur de dégonfler et d'avoir accès à une perception qui est juste. Et autant face à moi, éventuellement, que face aux autres. Parce que peut-être que l'autre qui réagit, il a eu une mauvaise journée, il a eu une mauvaise nouvelle, il a son passé. Très vrai. Comment est-ce qu'on met ces lunettes? Et j'aimais aussi ton idée de lunettes, ou le cœur, à quelle distance je le mets, mais le mien et celui de l'autre pour ce dialogue. Oui, puis prendre conscience que peut-être c'est un gros cœur qu'on a devant soi. Mm-hmm. Une des premières choses pour dégonfler le cœur et retrouver le calme, c'est mettre des mots sur les émotions. Mm-hmm. Je sais que ça file pas. Tu sais, Tipit qui rentre avec son sac à dos, qui pitch là dans le garde-robe, il est en train de me dire quelque chose, pas de la bonne façon, mais il me dit quelque chose. C'est sûr que si j'ai dit là, ton sac, je vais te le faire avaler si tu recommences, c'est pas le bon moment, tu comprends? C'est peut-être de dire, j'ai vu que ça allait pas. On va se donner du temps, ça va revenir calme. On ne dit pas calme-toi, là, on va se donner du temps, ça va aller mieux, on va juste retrouver le calme, puis après ça, on pourra se parler. Donc, de reconnaître l'émotion, tu sais, puis reconnaître la sienne. Donc, ça peut aller dans les deux sens, mais effectivement, autant en soi que l'autre. Oui.
On est rendu à notre 6. Si on dépasse de 3 minutes, tu grave? Pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que les gens sont à l'écoute aussi. S'ils ne peuvent pas rester, ils reprendront la fin. Vas-y, Paul, prends ton temps. Bon, on est rendu au 6, puis vous allez voir que je suis... Écrivez si c'est correct si on dépasse de 5 minutes, juste pour me rassurer. Déjà, Maud l'a fait. La gratitude. Le bonheur est dans la gratitude parce que c'est de reconnaître ce qu'on a déjà. On passe une vie à chercher ce qu'on n'a pas, alors que ce qu'on a, on le reconnaît lorsqu'on le perd. Il est-tu trop tard dans ce temps-là, tu sais? Reconnaître ce que j'ai, au lieu de toujours espérer avoir plus. C'est une partie du bonheur. Et moi, ce que je vous propose, moi, je dis souvent, la vie est un cadeau, même si l'emballage n'est pas toujours à notre goût, là, tu sais. Mais c'est un cadeau. Ce que je vous propose, à la suite de la conférence, c'est de faire un merci-gramme. Oh, un merci-gramme, j'aime ce mot, j'ai jamais entendu ça, chouette. Merci, c'est un merci-gramme, c'est au fond la composition de 2 mots qui... Merci-gramme, c'est une petite carte, un petit mot. Un merci-gramme, c'est un petit message qui dit merci. Si vous saviez l'effet que ça peut faire, c'est malade. Vous ne savez pas à quel point juste l'effet de dire merci, puis on dirait qu'on escamote ça, c'est tellement important. Puis la gratitude, juste la gratitude de... Puis tantôt, c'est pas une farce, là, je me réveille le matin, je dis « Oh, wow, j'ai une journée de plus. » Je suis pas mourante, là. Mais juste de dire « Wow, wow », tu sais. Ça veut pas dire que je me lève tout le temps le matin en me disant, tu sais, mais on peut se conditionner à ça. Donc, je vous propose un merci-gramme. Pensez à quelqu'un qui a besoin d'un merci pour quelque chose, de se loguer sur la gratitude. 7, je vous parlerai de l'incroyable force des petits gestes. Pour ceux qui sont séquentiels, j'ai mes simultanés, mes séquentiels. Mes simultanés, eux autres, ils n'ont peut-être même pas regardé l'heure, ils prennent pas de notes. Mes séquentiels, ils prennent des notes, ils ont des choses sur leur frigidaire, puis eux, ils aiment ça savoir ce qui s'en vient. Donc, il y a le dernier point et la conclusion. Donc, on est rendu là. Le 7e, c'est le dernier, qui est l'incroyable force des petits gestes. L'incroyable force des petits gestes, c'est mon incroyable ami Germain qui est décédé, qui était un AFSEC. On appelait ça les animateurs de pastoral à l'époque. C'est le vieux sage, mais qui n'est pas vieux, mais qui est vieux sage, là, tu sais, qui était extraordinaire et qui, un jour, m'a laissé ce texte-là, qui dit qu'un jour, quelqu'un d'extrêmement grognon et boubou, là, je l'ai mis un peu à ma sauce, Germain, tu m'excuseras, j'ai rajouté un peu d'affaires, mais l'essence est la même, c'est il est bobo, puis il y a une dame qui passe à côté de lui, puis elle lui fait un sourire extraordinaire. Ah, il est tellement surpris qu'elle dise qu'elle fasse sourire alors qu'il y a une face de bœuf, qui arrive chez lui, puis a envie d'envoyer un merci-gramme à quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Ça y a provoqué ça. Hein? La personne est dans un petit café, elle reçoit ça, elle fait « Ah, moi, je fais longtemps qu'il ne m'a pas écrit, puis c'est pas quelque chose. Wow! » Il est tellement content qu'il donne à la serveuse un pourboire généreux. Tiens-toi. Là, la serveuse est tellement impressionnée du pourboire généreux qu'elle décide de se payer une petite loterie. Tu sais, bagang! Pas un gros montant, mais un montant assez pour être dans le bonheur. Elle rentre travailler le lendemain et il y a un itinérant qui est sur le bord de son commerce, de son restaurant. Il y a une toute petite chambre miteuse, tu sais, puis il demande la charité. Et elle décide de lui donner un montant. Et lui, là, il est tellement content, ça fait tellement longtemps qu'il est seul, qu'il va adopter un chien à la SPCA avec le petit montant qu'il a reçu. Ce soir-là, il rentre dans son immeuble miteuse et le feu éclate. Et ils réussissent à sortir tout le monde, sauf le petit garçon de 4 ans qui était tout en haut. C'est le chien qui a sauvé le petit garçon. Et le petit garçon vieillissant est devenu président de son pays. Il a fait honneur aux gens. Et on dit que tout ça était possible grâce à un seul sourire. On appelle ça l'effet papillon. Tout petit geste, ce qui peut provoquer à l'autre bout. Moi, je me dis tout le temps, hey, si au lieu d'y sourire, il avait donné un coup de pied, je sais pas si... Non, mais sérieux, là. Prendre conscience de ça, qu'est-ce qui peut arriver? Des fois, on dit c'est juste un petit geste. Et si ce petit geste-là
Il faisait toute la différence pour cette personne-là, cette journée-là. Puis un jour, à l'école, il y a un élève, rejet. On va les appeler rejet, personne ne parle, puis bon. Tous les jours, le concierge, il disait bonjour, il prenait de ses nouvelles, tous les jours. À la fin de l'année, il a dit que s'il était resté en vie, c'était à cause du concierge. Mais oui. Et là, c'est arrivé vraiment, ça, c'est une histoire d'une école que je connais. Fait que tu sais pas ton petit geste qu'il va donner, tu le sais pas, tu sais. Puis ça peut être mon fils. En maternelle, il disait que un jour, au mois d'octobre, je sais qu'il y a des citrouilles partout. Il arrive et il me dit, maman, je ne veux plus prendre l'autobus. C'est fini l'école. Je dis, bon, peut-être que c'est tôt un peu. Je l'ai aidé à traverser la rue. Il me dit, c'est une sorcière, la madame qui chauffe l'autobus, elle est très méchante, elle crie, elle ne sourit pas. Je dis, mon trésor, fais-y le plus beau sourire. Tu sais, ils ont tellement des belles petites dents à cet âge-là. Je dis, fais-y un sourire tous les jours. Il va arriver un miracle. On était rendu au mois de mai. Hey, il ne s'était rien produit. Il a dit, maman, ça ne marche pas, les miracles, ça ne marche pas. Ben, crois-le pas. Début juin, je vois mon Raphaël qui est accroché après le poteau, qui ne bouge pas. Puis la madame, il parle. Là, je me dis, sais-tu passé de quoi dans l'autobus? Il traverse la rue en courant. Maman, un miracle est arrivé, un miracle est arrivé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? La dame, elle m'a dit qu'elle avait le cancer, puis que c'était dur, ces traitements, puis qu'elle travaillait, puis qu'elle avait hâte à mon sourire tous les jours, que ça l'a aidée, puis elle m'a dit qu'elle allait mieux, puis que c'est moi qui l'avais aidée. Je dis, tu vois, mon trésor? Écoute, j'avais hâte qu'il arrive quelque chose pareil, là, parce qu'on tard dans mais, incroyable force des petits gestes. Ça me fait penser, tu sais, réussite éducative, on parle de persévérance scolaire, mais là, j'écrivais dans l'espace de discussion, c'est aussi ça, la persévérance, persévérer dans des petits gestes. Oui. C'est pas l'impact qu'ils vont avoir. Tu ne sais pas. Puis le premier geste en crée un deuxième, puis le deuxième en crée un troisième. Puis, un bel effet domino. Puis j'avais envie de vous montrer, avant qu'on arrive à la conclusion, je vais vous montrer ceci. Il y a 5 ans, j'ai été très malade au point de ne pas savoir si j'allais vivre. Et les dernières conférences que je donnais, là, j'étais blinmoune, là, tu sais. J'étais allée en donner une à Rimouski. Et à la fin, puis là, c'est vraiment arrivé à la fin, toute fin. Souvent, les gens viennent m'embrasser, acheter des livres, tout ça. Il y a une magnifique femme. Je pense qu'elle venait du Brésil, ou tu sais, elle avait le style du Brésil, là, tu sais. Elle m'a glissé ça dans les mains. Elle n'est pas là. Elle ne sait pas que je suis malade. Bon, ça doit paraître un peu, mais elle ne sait pas. Elle me glisse ça dans les mains. C'était un colloque là, où on passait quelques jours. Et je ne savais pas c'était quoi. Et quand j'ai ouvert, je vais vous le montrer, il y avait trois petites pierres. OK? La troisième, juste pour vous montrer que c'est vrai, elle avait écrit un petit mot en espagnol. Oh, wow. OK, donc c'est ça. Et elle avait la signification des pierres. Et ce que ça disait, c'est qu'une pierre était pour la douceur et apaiser la peine. La sodalite, c'était pour le calme et la paix intérieure. Et le jade, c'était pour le bonheur et l'espoir. Puis quand elle me l'a mis dans les mains, elle m'a embrassée et elle m'a dit, ça va bien aller. Tu vas me dire, là, vous allez me dire, Paul, elle invente tout ça. C'est vraiment arrivé. Je ne sais pas comment c'est possible. Est-ce que quelqu'un lui avait dit? Est-ce que, tu sais, puis elle m'a apporté ça, puis elle m'a dit que ça, c'est des choses qui font partie de leur pays. Tu sais. Est-ce qu'on a encore des gens qui sont là pour la conclusion? Non? On a pas mal de gens qui te suivent et qui sont là. Tout le monde a dit oui, go. OK, je finis là après. C'est promis. Tu nous fais du bien. Je pense que les gens, ils ont envie de rester avec toi pour ça. C'est gentil. Puis, en plus que le début, le temps d'accueillir tout le monde, je récupère ma petite minute. Puis, ce que je vais vous raconter, on m'a donné la permission de le raconter. Je trouvais que ça clôturait bien ce moment ensemble. Et il y a quelques années, pour ne pas dire une dizaine d'années, j'ai suivi un jeune homme de 19 ans. Première peine d'amour, avec idée suicidaire importante. Et je devais faire un pacte de non-suicide avec lui, c'est-à-dire la promesse qu'il ne passerait jamais à l'acte sans avoir préalablement communiqué avec moi.
à chaque fois que je le rencontrais, je devais réinitialiser le pacte de non-suicide parce que je ne savais pas s'il serait là la prochaine fois, tellement qu'il n'allait pas bien dessus. Et je couche toujours avec mon téléphone sur le bord de ma table de nuit parce que j'ai quelques pactes de non-suicide en action, là, je veux dire. Et à minuit, le soir, je n'étais pas couchée, tu sais, tes cheveux à mancher de même en pyjama, putain là, tu sais, on a des grosses journées. Le téléphone sonne, c'est lui. Je le reconnais. Je vois qu'il a consommé, je le reconnais à sa voix aussi. Il me dit qu'il m'appelle, parce qu'il m'avait promis qu'il m'appellerait avant de passer à l'acte. C'était pas tout à fait ça, c'était m'appeler pour que j'aie une chance d'intervenir, tu sais. 8 ans avant, une personne importante de sa famille s'était suicidée. Ça peut agir comme levier, tu sais. Et quand on est intervenant et que ça arrive, on a 2 choses importantes qu'on doit faire. La première, localiser la personne. Donc, intervenir pour savoir où il est, pour envoyer les secours au plus vite puis prévenir la famille. Notre deuxième mandat, c'est de garder en vie le temps qu'on va le chercher. Tu sais, je résume ça vite, là, mais c'est... Alors, j'ai réussi à savoir où il est. Il est au cimetière, devant la pierre tombale de celui qui était décédé 8 ans plus tôt. Et comme c'est des chasseurs, il y a un fusil de chasse. Et j'interviens avec lui, là, ça dure une bonne demi-heure. Et j'interviens et je lui raconte l'allégorie de l'âne et du puits. Est-ce que vous la connaissez, l'allégorie de l'âne et du puits? Je pense que même si on la connaissait, on aurait envie que tu nous la racontes. Est-ce que tu la connais, Maude? Non, pas du tout. J'en connais, mais pas celle-là. OK. Alors, c'est un âne qui court sur un terrain et il tombe dans un puits désinfecté. Donc, un puits où il n'y a plus d'eau. L'âne est vieux, le puits est vieux, donc le cultivateur de qui possède le terrain trouve que ça ne vaut pas la peine de payer. Donc, il demande à tous ses amis agriculteurs de prendre une pelle puis d'enterrer, tu sais, pour ne pas le laisser agoniser. Et là, l'âne s'est mis à crier de façon énorme parce qu'il voit bien qu'il est en train d'être enterré vivant, tu sais. Puis à un moment donné, plus rien. Les cultivateurs ont pensé qu'il était décédé. Ils ont regardé au-dessus du puits et ce qu'ils ont vu les a stupéfiés. Avec chaque petite terre qui tombait sur lui, l'âne se secouait, il montait sur la terre. Et plus on essayait de l'enterrer, plus il se secouait et plus il était capable de sortir du puits. Et la seule façon de sortir des puits les plus profonds, c'est de se secouer pour avancer. Et avec mes interventions et le fait qu'on savait où il était, etc., on est arrivé à temps. Il a été sauvé. Et même si comme intervenant, il y a une éthique, il y a des gens pour qui on reste attaché à jamais, tu sais. Et je me donne cette permission-là. Je suis restée en contact, on a continué à travailler, puis il s'est refait une nouvelle conjointe, tout ça. Puis, il s'est marié. Et il m'a invité au mariage. Bon, c'est assez rare que j'accepte, mais là, oui, j'ai accepté. Je me suis dit, je vais me mettre dans une petite table avec les matantes qui connaissent pas, là, tu sais, dans le hein? Puis j'avais juste envie de participer à son bonheur. Tu sais, on avait travaillé fort. C'est lui qui avait travaillé, moi, j'avais été son soutien. Mais, alors qu'on lève le verre à la santé tu sais, à ma santé à moi. Puis il m'a demandé de me lever. Je voulais mourir. Pas que je suis gênée, moi je suis capable d'animer ça pour 800 personnes. Là. Mais là, je me sentais pas bien, c'était fébrile. Là. Et il a dit, si je suis ici aujourd'hui et que j'ai retrouvé le bonheur, c'est parce que quelqu'un qui a répondu dans la nuit. Et j'ai tellement pleuré que le mascara waterproof même pas. J'avais l'air de je sais pas quoi, tu comprends? Puis il m'a embrassé. Il y a 3 petits-enfants, ils m'appellent ma tante, là, tu sais, je veux dire, ils m'envoient des cadeaux à Noël, on se revoit, je fais partie, tu sais. T'es de la famille, là, t'es plus qu'une intervenante. Ouais. Puis je trouvais que c'était une belle façon de terminer. Il a levé son verre en disant, j'ai retrouvé le bonheur, tu sais. Puis c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Des fois, on pense qu'on l'a perdu à jamais. Mais il est jamais bien loin, tu sais. Puis que tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est de se rappeler que nous avons en nous-mêmes un côté fort qui nous accompagne en tout temps,
puis qui demande qu'à être réveillé les moments où on aura besoin de retrouver cette quête du bonheur. J'espère que ça a été un moment. Puis voici la question, parce que je vous ai laissé en Pirita que je vous ai pris. Je vous lance la question, puis j'aime souvent finir, Maude, puis là, on a vraiment débordé. Je suis tellement désolée. Je ne le ferai plus jamais. Je vais être correct après. Mais si vous avez des mots à nous envoyer, d'abord pour remercier Maude d'organiser ça, parce que c'est bien plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Donc, merci Maude et ton équipe d'organiser. Puis, un grand plaisir. Comment vous êtes sentis? Envoyez un petit mot. Est-ce qu'il en reste une coupe, Maude? Oui, il en reste pas mal. Et puis, tout le monde dit « Waouh, quelle belle histoire, merci beaucoup. Tout le monde t'écouterait pendant des heures. » Donc, alors, j'ai des gens qui disent « Pamela dit « J'ai des frissons. Waouh. » Anna qui dit « Oh, mais c'était très doux. Merci. » Merci de Véronique. Merci à vous tous. Tu vois, en fait, je pense qu'en ce moment, tu reçois beaucoup de merci-grammes, même si tu n'en as peut-être pas besoin directement. Tout le monde en a toujours besoin, donc c'est plein de beaux merci-grammes qui sortent partout dans, dans la discussion. Merci, quel beau cadeau, toujours agréable de t'entendre, gratitude, merci, c'était une très belle soirée, merci. Donc, j'ai l'impression, Paul, qu'il y a un bout de mission accomplie aujourd'hui. Hein? Tu voulais être un virus contaminant positif. Je pense qu'on a eu pas mal, en fait, de gens qui ont été contaminés ce soir de façon très positive et qui, j'espère, vont être eux aussi des gros virus dans la société, même si j'ai le sentiment qu'ils l'étaient déjà. Alors, il y a Joanne aussi qui dit « Un jour où j'allais poser un mauvais geste, je remercie la petite phrase qui m'est passée en tête et qui m'a sauvée. Tu vaux plus que ça et tu attends à accomplir. » Sarah dit « Merci. » Guylaine dit « Très plaisant, j'ai apprécié. Je vais me ressourcer avec les livres. » Chantal dit « Merci pour la belle soirée. » Francine dit que ça fait du bien. On a des cœurs, des sourires. Lily qui dit « Merci, très intense. Je t'écouterai des heures. » Carole, merci beaucoup, très intéressante. Francine, et oui, j'en avais besoin. Donc, ça aussi, c'est une belle leçon. Hein? On en a toujours besoin parfois, puis on ne sait pas qui a besoin de nous, mais juste d'être dans cette posture, on rayonne vers les autres et on ne sait pas ce que ça apporte. Vrai. Il faut se faire contaminer par les rayons des autres, mais aussi tenter de nous rayonner quand on le peut. Oui, puis c'est pas parce que ça va bien que ça peut pas aller mieux. Exact. Alors, on a des partages d'amour, des merci pour ta générosité. Et oui, il y a pas mal de virus qui sont en train de se manifester comme virus contaminant le Québec, que ce soit auprès des petits ou des grands. Hein? Oui. Puis, qu'on soit un adulte ou un enfant, on a besoin d'amour, d'encouragement, de gratitude et de se le faire rappeler. Puis, n'hésitez pas à peut-être, il va être là encore 24-48 heures, si vous avez envie de le revoir puis de le partager avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas la belle mission que Maude a avec sa gang extraordinaire. Puis de mon côté, ben, je suis facile à retrouver. Paul Levesque, pas d'accent, les cheveux rouges sur Google. Paul Levesque à commercial-yahoo.ca. Paul Levesque, j'ai un site internet Paul Levesque. Tapez Paul Levesque. Même plus simple que ça, venez sur le site prel.qc.ca, la page du webinaire. Vous pouvez revoir le webinaire. Il y aura les liens pour accéder au site de Paul. Il va y avoir des articles, des suggestions de lecture. Donnez-moi jusqu'à vendredi ou lundi matin à peu près et vous allez recevoir de toute façon un courriel dans votre boîte de messagerie qui vous dit « C'est prêt, vous n'avez plus qu'à aller cliquer, voici le lien » et contaminer le Québec. Donc, c'est très simple. Si vous n'avez pas envie de chercher, simplement prel.qc.ca. Tout sera là pour vous et vous recevrez ça par courriel. Génial. Ben, je veux vous remercier, puis je pense que je te laisse le mot de la fin. Belle Maude, comme tu es l'initiatrice de ce projet. Écoute, j'ai juste envie de te dire merci. Merci de rayonner comme ça. Merci de nous faire du bien. Puis surtout, ben merci aussi à tous ceux et celles qui ont été avec nous. Je ne saurais pas quoi dire de plus, excepté ce fabuleux merci. Soyons tous rayonnants, des beaux petits œufs qui se tiennent bien droit. J'ai adoré cette image. J'ai envie de conclure avec elle de posture, de joie et d'amour. Voilà, rayonnons. Oui, puis tout est possible. Oui. Encore faut-il le croire. Alors, merci d'avoir passé la soirée avec nous.
hein? C'est un bout de soirée. Désolée d'avoir dépassé. Puis, je pense que finalement, on était plein de monde. Hein? Il y avait une salle virtuelle Ah bien. oui, on était 50, 60. J'ai pas regardé au dernier décompte combien on était, mais on avait le Québec au grand complet qui se joignait à nous. Puis, je serai toujours là si vous avez besoin de moi, vous avez besoin d'organiser quelque chose, vous avez besoin, Maud, encore de moi. Oui. Moi, je dis toujours oui à une invitation intelligente. Merci de ta générosité et je pense que nous, de notre côté, on a pris plein de notes pour tenter aussi d'outiller ou de créer aussi peut-être des informations, des outils pour les jeunes, pour les gens qui accompagnent les jeunes à trouver leur voie, à trouver du sens, à être bien. Donc, c'est sûr qu'on fait appel à toi. On te garde proche, Paul. Oh, moi, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, lorsque vous aurez des journées ternes, de mettre du propre soleil dans votre vie, de trouver un plaisir qui va faire la différence. Donc, je vous souhaite le meilleur. Puis, pour la suite, je te laisse fermer le tout. Oui, je vais nous déconnecter. Malheureusement, quand je nous déconnecte, je te perds. Donc, je te remercie encore une fois. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Prenez grand soin de vous. Puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, Maude. Merci, Paul. Bye tout le monde. Bye.